va parler souveraineté numérique et transition écologique avec ici Romuald Poretti et Kevin Guérin. Je vous laisse le micro. Il n'y a pas de slide, tout en impro. Responsable plus que vous. Merci. C'est pas de l'impro, mais il n'y a pas de slide, c'est vrai. On est responsable jusqu'au bout. On s'est dit pourquoi consommer plus d'énergie alors qu'on est déjà là. Donc on va se présenter. Kevin, je te laisse. Donc bonjour à tous, ravi d'être ici aujourd'hui. Donc Kevin Guérin, moi je suis consultant en numérique responsable. Juste pour revenir un petit peu sur mon parcours et me présenter, donc je suis diplômé d'informatique, j'ai passé 15 ans dans des différentes ESN et très rapidement dans le cadre de mon parcours informatique, en fait dès que j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à m'interroger entre guillemets sur la place cachée du numérique, puisque notamment en tant que technicien on me demandait de changer du matériel alors que celui-ci était encore 100% fonctionnel. Donc dès le début de ma carrière, voilà, j'ai commencé à m'interroger sur ces questions. Et puis, au fil de l'eau, j'ai basculé vers le monde de l'infrastructure qui m'a occupé une grande partie de mes années. Et puis, depuis 8 ans, j'ai souhaité allier mes convictions personnelles autour du développement durable et mon expertise professionnelle autour du numérique. Donc, je me suis spécialisé sur le numérique responsable. En 2020, j'ai créé le Digital Cleanup Day pour ceux qui connaissent. Donc c'est un programme aujourd'hui international qui a pour vocation de sensibiliser autour des enjeux du numérique, enfin autour des enjeux de la transition écologique et de l'impact environnemental du numérique. Et donc, on va y revenir un petit peu tout à l'heure dans le cadre de cette présentation, mais notamment, on a commencé sur l'enjeu des données, sur le fait qu'il y avait beaucoup de données en doublon dans les entreprises, dans nos serveurs de manière générale, et donc il était nécessaire potentiellement de les nettoyer un petit peu, puis après on a élargi sur leur spectre de l'impact matériel avec le sujet du réemploi et du recyclage. Et puis depuis quelques temps, je suis aussi très engagé sur le milieu associatif, notamment sur ces enjeux du développement durable, et je m'intéresse notamment au sujet de la donnée. Alors, plus particulièrement au sein des associations qui n'ont pas forcément cette expertise du numérique, pour avoir été impliqué dans de nombreuses associations depuis plus de 20 ans, où j'ai joué le rôle de l'informaticien de l'association. Eh bien, je m'intéresse aussi aux enjeux de la souveraineté numérique, de la souveraineté de ces données, et notamment au sein du territoire. Et puis, on va en parler donc aujourd'hui. Du coup, on a lancé une expérimentation avec Romuald l'année dernière. Donc voilà, c'est l'objet de notre présentation aujourd'hui. Eh bien bonjour, oui. Donc Romuald Poretti, bonjour à toutes et à tous. Je me présente aussi rapidement pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Alors moi, je suis pas du tout du monde du numérique, vraiment. Je suis l'antithèse. J'ai pas du tout de formation dans ce domaine-là. J'ai fait des études littéraires, des études de cinéma. J'ai travaillé dans le cinéma pendant 25 ans et très intéressé depuis une bonne quinzaine d'années aux questions de transition écologique, de changement de la société, des acteurs du changement, de se dire comment on peut faire mieux au niveau notamment environnemental, mais aussi social et économique. Donc je me suis intéressé à ces questions-là et j'ai quitté le monde du cinéma. Bon, après j'étais exploitant de cinéma, on n'est pas dans la production, dans les stars. Je bossais dans une salle de cinéma, tout simplement. Mais voilà, je me suis dit non, il faut que je m'aligne, on va dire, avec mes convictions. Le cinéma m'a permis de sensibiliser les gens, mais je voulais passer maintenant dans l'action. Et en 2020, j'avais un projet pour la future presqu'île de Caen, qui du coup s'est arrêté avec vous connaissez peut-être les enjeux de la presqu'île, mais voilà, le projet se redéfinit totalement différemment sur comment on peut rendre une ville désirable. Et voilà, donc on est loin du numérique, sauf qu'en réfléchissant à ces questions de comment on rend une ville désirable à la fois socialement, écologiquement, économiquement, on s'est interrogé avec tous les acteurs du territoire, et c'est en rencontrant tous ces acteurs qu'on a commencé, que moi j'ai commencé à vraiment prendre conscience, même si je le savais plus ou moins avant, mais là ça devenait vraiment important, qu'il y avait des enjeux, voilà, il y avait une espèce de puzzle qui s'ouvrait à moi, avec des milliers d'acteurs, vraiment des milliers, et je me dis, waouh, comment j'arrive à réunir tous ces acteurs-là, comment j'arrive à les faire travailler ensemble, et comment j'arrive à comprendre où chacun se situe. Et évidemment, c'est à ce moment-là que la question du numérique est arrivée, puisqu'on a commencé à réfléchir, à se dire il doit bien y avoir des bases de données qui existent à droite, à gauche, il suffit de récupérer les infos, et en fait, et après de mixer des infos, ça vous connaissez mieux que moi, comment faire sans doute, mais en tout cas, voilà, moi j'étais assez naïf par rapport à ça, et je me suis dit, il suffit d'eux.
Voilà, c'est ce que je me suis dit. Et en fait, là, ça a été un peu la désillusion en me disant, mais non, mais en fait, les bases de données, les informations, elles existent de façon éparse, ça prend un temps fou à aller chercher. Enfin bref, voilà, je me suis heurté à cette espèce de mur. Et entre-temps, j'ai fondé ce qu'on appelle un pôle territorial de coopération économique. Alors, c'est un acronyme un peu barbare, PTCE, où l'idée, c'est de faire coopérer des acteurs les uns avec les autres. Voilà. Donc, je développerai un peu tout à l'heure ce qu'est un PTCE, la notion de coopération et de collaboration, parce que je voyais de la présentation, effectivement, où on parle de collaboration. Et moi, je fais vraiment une distinction entre collaboration et coopération. Mais j'y reviendrai. Voilà. Donc, du coup, je me suis retrouvé à rencontrer Kevin, qui est devenu adhérent du PTCE parce que lui, il avait ces mêmes enjeux sur l'environnement, sur ces questions sociales et économiques, et avec un autre angle. Et là, on a commencé à se dire, il faut qu'on travaille ensemble à créer des outils dont on va vous parler lors de cette présentation. Donc voilà, je n'ai aucune compétence technique, si ce n'est une vraie appétence pour ces questions de numérique. Voilà. Peut-être c'est peut-être moi qui. Oui, c'est ça. Oui. Tu veux revenir sur la problématique des acteurs terrain justement que tu. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que voilà, la genèse un peu de tout ça, et c'est ça dont on voulait vous partager. Peut-être il y a des gens ici qui ont des associations, qui ont des structures, des commerces, des entreprises qui rencontrent ces mêmes difficultés, c'est-à-dire peut-être on peut le faire à main levée, mais qui a déjà dû remplir 25 fois les mêmes données sur son entreprise, sa structure, sa personne. Est-ce que... oui. Ah, pas si nombreux? Non, vous... Moi, je pensais qu'il y aurait plein de mains qui disaient « Ah ouais, j'en ai marre de remplir des formulaires, même quand je dépose des demandes. » Non, pas tant que ça. Ok, bon, alors... Ils sont timides. Vous êtes timide? Ok. Non, parce que moi, en fait, en discutant avec beaucoup de nos adhérents, donc dans nos adhérents, il y a effectivement des entreprises, des commerces, des auto-entrepreneurs, des entreprises individuelles. Et chacun me disait, parce que je leur disais, il faut me donner des infos. Je fais, non, mais c'est bon. Remplir encore un formulaire, j'en ai, mais jusque-là, quoi. Elles sont déjà disponibles. Oui, mais j'arrive pas à les récupérer. Donc, on leur demande systématiquement, même quand ils adhèrent à une association, de remplir ces informations 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et donc, les gens en ont marre. Voilà. Donc, on avait du mal à récupérer toutes les données bien comme il fallait. Et puis, surtout, je me suis rendu compte en travaillant avec les acteurs qu'ils donnent leurs données une fois. Et puis, ils n'ont jamais la main sur ces données. C'est-à-dire qu'ils remplissent une fiche pour présenter leur commerce, leur activité. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mon entreprise, parce que j'ai fondé aussi entre-temps mon entreprise qui s'appelle Le Pas de Côté, où, pour essayer d'amener les gens à faire ce fameux pas de côté pour regarder les choses différemment. Et effectivement, je remplis mes données pour la structure, la coopérative à laquelle je suis rattaché. Je remplis une association à laquelle je suis adhérente. Et en fait, mon activité évolue régulièrement. Et je vois bien que sur Internet, quand on cherche, d'ailleurs on m'invite parfois à animer des conférences, et on sort des informations erronées sur moi. Et ça, je me dis, mais c'est pas possible, où est-ce que vous les avez récupérées? Donc à chaque fois, il faut que je recontacte les personnes pour leur dire, est-ce que vous pourriez changer ces informations-là, parce que ça a évolué, voilà. Donc ça a été un peu notre problématique de départ, de se dire, mais on n'a pas la main sur nos données en fait. Comment on peut faire? Et en discutant avec Kevin, on a effectivement, il est arrivé avec des idées de solutions qui sont pas simples à mettre en œuvre. Peut-être tu peux en parler. Avant de parler des solutions, on va revenir aussi un peu sur des constats, alors un peu plus techniques, dans le sens où, alors, je vais revenir déjà sur un premier constat que moi j'ai fait il y a quelques années, notamment quand j'ai créé le Digital Cleanup Day, avec cette démultiplication des données. Et notamment, il y a un rapport qui est sorti en Amérique du Nord par une entreprise qui s'appelle Veritas, qui a sorti un rapport Databerg Report justement sur l'impact des données et sur la nature des données en fait, qu'on stocke dans les entreprises. Sur cette nature des données, dans ce qui sort de ce rapport aujourd'hui, c'est que globalement, il y a 75% des données qui étaient, puisque c'était en 2019, mais qui le sont probablement toujours, stockées de manière entre guillemets inutile, dans le sens où il y a des données qui ne sont pas structurées, des données qu'on stocke pour stocker, des données qui sont en doublon, des données qui sont obsolètes, tout un tas de données qui font qu'aujourd'hui on engrange de la donnée mais sans forcément savoir ce qu'on va en faire demain. Donc juste au cas où, et ben finalement on accumule de la donnée pour pas grand-chose. Et puis, donc du coup, ces données, comment est-ce qu'on les nettoie? Il y a même des études, des chercheurs qui ont été plus loin, qui ont dit que dans les entreprises du monde entier, on pourrait supprimer jusqu'à 92% des données d'une entreprise que personne n'y verrait rien.
Alors bien sûr à condition de supprimer les bonnes données ou justement les pas bonnes. Donc voilà, donc ça fait partie des sujets qui font que je me suis interrogé de dire ok, comment est-ce qu'on peut sensibiliser, puisque mon sujet de fond c'était quand même l'impact environnemental du numérique, comment est-ce qu'on peut sensibiliser les personnes de manière générale, de manière simple et sans rentrer dans une logique très technique à ces enjeux du numérique responsable, à ces enjeux de l'empreinte environnementale. Et donc, du coup, on a lancé le Digital Cleanup Day dans l'objectif justement de apprendre ou de lancer la dynamique de dire on va supprimer un mail. Alors oui, la polémique de supprimer un mail, ça ne sert à rien. Par contre, l'avantage de supprimer un mail, c'est que ça permet d'engager la discussion et surtout d'engager la discussion sur l'impact de ces données, l'impact de tout le matériel que ça engrange derrière. Et puis, surtout, c'est accessible à tout le monde. On peut être monsieur et madame Michu ou peu importe le nom de famille, de dire, eh bien, je peux agir à mon échelle en fonction de ses compétences et du temps qu'on a disponible. Bien sûr que quand on est administrateur système et réseau, qu'on gère des bases de données, supprimer un mail, ça sert à rien. Si on est dans la communication et qu'on génère des tonnes et des tonnes de vidéos par jour, voilà, il vaut mieux traiter le sujet de la vidéo. Donc en fonction de ce rôle, on a tout ça. Et donc tout ça pour dire que déjà à l'intérieur des structures, que ça soit une association, une entreprise, eh bien on a cette donnée qui se démultiplie, qui n'est pas structurée et qui pose problème. Et donc quand on arrive à une logique interstructure, donc à l'échelle du territoire ou au-delà si on le veut, eh bien on a cette même problématique. Comme l'évoquait Romuald, eh bien on remplit des formulaires, on n'a plus la main sur les données et donc ça pose question. Pour arriver à ces sujets, eh bien, on pourrait dire en fait, il y a plein de technologies qui existent et on pourrait facilement interconnecter ces données. En effet, on a des protocoles standards. Celui que tout le monde connaît, c'est justement l'email, puisque aujourd'hui, le fait d'envoyer un email, peu importe l'outil que vous utilisez sur votre PC, sur votre smartphone, eh bien, vous savez que vous appuyez sur envoyer l'email, peu importe l'outil qui est connecté à l'autre bout, l'email normalement devrait arriver à bon port et vous devriez être en capacité de le lire. Ce qu'on n'a pas aujourd'hui, notamment avec les messageries instantanées. Combien de messageries utilisez-vous aujourd'hui sur votre téléphone ? WhatsApp, Signal, Tribal, pour ceux qui sont sur la souveraineté numérique et franco-français. D'autres, j'ai perdu Telegram et autres. Donc, et toutes ces messageries, aujourd'hui, elles ne savent pas communiquer entre elles. Donc, si vous voulez communiquer avec quelqu'un qui a WhatsApp, vous êtes obligé d'avoir WhatsApp aujourd'hui. L'Europe essaye de faire en sorte, notamment avec le Digital Act, de faire en sorte que ces messageries puissent s'interconnecter et qu'à la force de l'email, enfin en tout cas comme l'email, eh bien, on puisse avoir une messagerie sur son téléphone et puis on puisse communiquer avec l'ensemble des messageries instantanées. Et du coup, moi, l'écho que je fais, parce que je voulais vous parler du pôle territorial de coopération, c'était ça. C'était de se dire, juste pour resituer, donc un pôle territorial de coopération économique, ça a une... Alors ça prend plein de formes différentes, c'est très nouveau parce que ça existe que depuis 2014 et c'est la loi Hamon de 2014 sur l'économie sociale et solidaire qui a promu les pôles territoriaux de coopération économique qui se voulaient un peu l'opposé, on va dire, des pôles de compétitivité. Donc c'était en fait une autre vision de la société où on n'était plus dans la compétition mais dans la coopération. Et donc ils ont développé ces pôles alors qu'ils sont effectivement, c'est difficile de les opposer comme ça parce que quand il y en a un qui est doté de 350 ou entre 350 et 450 millions d'euros par an de budget pour développer les pôles de compétition, on est sur à peine 3 millions pour les pôles de coopération. Donc vous voyez bien que ce changement de paradigme dans la société n'est pas encore totalement acté. Mais en tout cas, voilà, ces pôles de coopération, ils ont vocation, en tout cas c'est comme ça que nous on l'a voulu sur Caen-la-Mer, à mettre autour de la table systématiquement dans toutes les opérations, dans la construction de la ville, c'est pour ça que je parlais de la ville durable au départ, c'est de mettre les collectivités, les acteurs économiques et les citoyens. Et systématiquement, c'est d'essayer de faire dialoguer ces trois acteurs, voilà, pour essayer d'avoir une réponse globale à des situations et non pas une réponse en silo comme on observe un peu trop souvent dans nos sociétés. Et ce que je voulais dire aussi, c'était pôle de coopération. Donc coopération, je vous le disais tout à l'heure, je différencie de collaboration, c'est-à-dire coopération, si on reprend la racine latine et grecque, c'est faire œuvre commune.
coopérer, c'est cooperare, c'est faire œuvre commune. Ça veut dire qu'on se met d'accord sur là où on veut aller, la destination, et après on travaille ensemble, chacun contribue à la hauteur de ses compétences. Voilà, c'est vraiment cette idée de construire ensemble. Donc ça veut dire qu'il y a des notions de relation de confiance, de contribution intellectuelle, mais aussi financière à ce projet. Enfin, chacun peut y aller différemment. Ça, c'est vraiment faire œuvre commune. Collaborer, si on reprend la racine latine et grecque, c'est collaborare, c'est partager le travail. Ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que souvent, on dit collaborer, coopérer. Non, c'est-à-dire que collaborer, on a une masse de travail à faire ensemble dans une entreprise, par exemple, ou une association, ou n'importe quelle organisation, et on se partage le travail. Un tel va faire ceci, un tel va faire cela, un tel va faire... Voilà, chacun apporte sa pierre à l'édifice, effectivement, avec un travail à faire. Et un travail à faire, une tâche à réaliser, c'est pas une œuvre à construire ensemble. Et c'est là où on s'est rencontrés effectivement avec Kevin, et on s'est dit, mais nous, notre objectif, on a des méthodes différentes pour y arriver, c'est effectivement réduire l'impact du numérique. On voit bien qu'on y est tous, hein, et moi le premier, dépendant du numérique, et on ne peut pas faire autrement. La société est organisée comme cela, et moi je ne me bats pas contre sinon je ne serais pas là aujourd'hui à venir dans cet événement en parler, mais j'essaie de comprendre comment on peut justement le faire de façon plus responsable. Parce qu'à la fois, il y a cet impact écologique, et quand je parlais souvent d'impact social et économique, c'est-à-dire qu'à un moment, si on fait mieux ensemble, économiquement, ce sera plus rentable. Quand je parlais de ce problème de devoir remplir 50 000 fois des formulaires, c'est du temps perdu. Mais dans les organisations, c'est impressionnant. C'est-à-dire que si moi, je dois appeler la personne en charge de la mise en jour du site de la coopérative à laquelle j'appartiens ou de l'association à laquelle j'appartiens, c'est moi du temps que je vais consacrer, c'est-à-dire rédiger un mail pour dire est-ce que tu peux corriger telle information, qu'elle reçoive ce fameux mail, qu'elle le corrige. Enfin, vous imaginez bien le temps de travail que ça prend. Alors que si moi, je mets à jour mes informations, là, chez moi, l'idée, ça serait qu'elle soit automatiquement... ça, c'est mon rêve à moi. Je pensais que c'était simple avec le numérique, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Mais en tout cas, voilà, cette idée du pôle de coopération, c'était de commencer à réunir des gens qui ont cet intérêt, qui ne se connaissent pas forcément parce qu'ils ne font pas partie du même milieu, et de se dire, on peut essayer de travailler ensemble. Donc ça, c'est ce qu'on essaie de faire en ce moment. Et ça, tu le retrouves. Donc là, tu as beaucoup évoqué les problèmes de formulaire et de mise à jour de données. Il n'y a pas que ça, oui. Mais on a également tout ce qui va être lié à l'événementiel, avec les agendas, notamment dans les associations qui peinent parfois à mobiliser, et donc qui publient un agenda un événement sur leur site, qui potentiellement va aller le publier sur X sites, y compris sur les réseaux sociaux GAFAM et autres, mais qui va démultiplier ce temps de travail pour aller répartir ou démultiplier cet événement, et potentiellement on va se retrouver aussi avec des compétitions entre associations d'un même territoire qui vont avoir un même événement à la même date, avec finalement une finalité assez particulière. Et donc cette logique d'œuvre commune, c'est aussi comment est-ce qu'on arrive à réunir ces informations et faire en sorte qu'on puisse être plus ou moins informé en temps réel, surtout sur des événements, des événements, mais du coup des données de manière un peu éphémère, puisqu'un événement il est éphémère, à un moment il s'arrête. L'autre problématique qui s'est posée, qu'on s'est posée, c'est tout ce qui est lié aux cartographies. Aujourd'hui, il existe X cartographies sur les réseaux, la cartographie de l'ESS, la cartographie de la ville, la cartographie de Caen-la-Mer pour le territoire ici. Et donc, en fait, toutes ces données, elles ne sont pas à jour, voire des fois, elles sont démultipliées parce qu'on fait des synthèses de cartographie pour les mettre sur une même cartographie. Et donc, comme on a des sources différentes, ces données se démultiplient. Donc, la question, elle s'est aussi posée dans cette logique-là de dire finalement comment est-ce qu'on fait en sorte de pouvoir avoir une donnée fiable au sein du territoire sans démultiplier les efforts de mise à jour de ces données ou tout simplement de publication de ces données. Oui, parce que nous, effectivement, quand je vous disais, j'étais face à un puzzle avec 1000 acteurs, je ne sais plus exactement, mais il y a un moment, je me disais comment je peux... alors, la cartographie, en général, on se dit, tiens, on fait une carto, c'est simple, on arrive à identifier, mais une cartographie géographique, elle est intéressante, certes, mais elle a pour moi en tout cas, elle a un intérêt très limité. On sait où sont tels acteurs. Sauf que moi, par exemple, mon entreprise, je suis entrepreneur salarié dans une coopérative. Soit on me rattache à la coopérative à laquelle je suis, mais moi j'interviens sur tout le territoire et j'ai pas de magasin, j'ai pas d'enseigne, j'ai pas d'entreprise installée. Donc en fait, ça n'a pas beaucoup de sens. Par contre, ce qui a du sens pour moi, c'est les liens qui existent entre les acteurs.
c'est d'essayer de comprendre comment fonctionne un territoire et comment rendre visibles ces liens. Et c'est vraiment en réfléchissant à quel outil on peut développer. Donc là, nous, on s'est retrouvés via une personne en service civique au sein de la structure du pôle de coopération qui nous a dit « Ah, mais il existe des outils. » Lui, il a développé un outil qui s'appelle... Enfin, développé. Il nous a présenté un outil qui s'appelle Obsidian, qui gère les bases de données. Et puis, si vous connaissez, c'est une espèce de cartographie un peu mentale où on prend un acteur, on le tire, et puis on voit partout où il est relié. Voilà. Bon, ça, c'est un énorme... On a commencé à y bosser, on a commencé à rentrer des données et tout, mais on s'est dit, c'est pas possible. On s'est retrouvé encore confronté. Si c'est nous qui rentrons les données, aucun intérêt. On ne va pas les actualiser. Donc, l'obsolescence, elle va se retrouver très rapidement en place. Si ça se trouve, tel acteur ne travaille plus avec tel acteur. Enfin bon. Du coup, c'est là où on s'est dit, il faut qu'on arrive à créer un groupe de travail. Donc, on en est arrivé à essayer... Alors, je ne dis pas que c'est facile, parce que moi, je manque de temps pour l'organiser. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de mettre autour de la table des acteurs. Et c'est aussi là où, aujourd'hui, s'il y a des gens qui veulent le rejoindre, vous êtes effectivement les bienvenus. Mais c'est de mettre autour de la table des acteurs en disant, oui, on a des problématiques communes, on ne se connaît pas, on ne sait pas exactement où on va, mais on sait qu'on a comme objectif commun de réduire notre impact. Voilà. Et surtout, de réduire notre impact en rendant efficient cet impact. C'est vraiment ça notre idée. C'est-à-dire à un moment de se dire, si on fournit moins de données, on passe moins de temps, donc économiquement c'est quand même beaucoup plus rentable, humainement c'est quand même beaucoup plus rentable, et puis il y a des outils qui sont là pour le faire. Donc la réflexion en ce moment, elle est dans la création de ce groupe et comment ce groupe arrive à partager ces informations et faire de l'interconnaissance dans un premier temps. Alors, il y a la création du groupe et puis il y a aussi une expérimentation qu'on a tentée l'année dernière, justement sur la base de dire on va s'appuyer sur des protocoles standards. Alors standards ou qui sont en train de standardiser ou qu'on espère se voir se standardiser, notamment dans le milieu alternatif du numérique. Pour tous ceux qui suivent qui sortent un petit peu de la mouvance des GAFAM, il y a un certain nombre d'outils. Alors, c'est un peu jargon technique, mais notamment il y a un protocole qui s'appelle ActivityPub qui permet justement d'interconnecter un certain nombre d'outils les uns avec les autres ou de faciliter l'interconnexion et l'interopérabilité entre ces outils. Donc c'est ce qu'on va retrouver sur le protocole. Le protocole il va être utilisé dans différents outils tels que Mastodon qui est un peu le concurrent open source de Twitter. On va le retrouver également sur Mobilison qui est un outil qui a été développé par Framasoft qui permet justement de gérer l'événementiel et c'est justement sur cet outil qu'on a fait une expérimentation l'année dernière en se disant cet outil en fait on l'installe, on crée un réseau social dédié à l'événementiel à l'échelle du territoire de Caen. Du coup, on peut centraliser en quelque sorte les différents événements des différentes structures prioritairement ou en tout cas principalement associatives, mais ouvert à toutes les structures qui le souhaitent, que ce soit des collectivités ou des entreprises. Et puis ce donné, comme ce logiciel, il est par nature interopérable avec d'autres logiciels Mobilisons, eh bien, il peut être interconnecté avec des logiciels nationaux, pourquoi pas avec un équivalent régional, et puis pourquoi pas à l'inverse avec une instance plus locale dédiée à la structure. Et tout ça, comme c'est interopérable, on crée l'événement une fois, on interconnecte les outils, et en fait cet événement, il est répliqué automatiquement et de manière instantanée sur l'ensemble de ces outils, puisqu'ils sont interconnectés, et chacun est maître de ces données. Mais là, on a été confronté à une autre problématique, malgré, entre guillemets, les beaux messages et l'intérêt de certaines personnes, on a été confronté à la problématique de dire encore un outil, encore des données à remplir, on ne sait pas si ça va marcher, encore du temps à prendre, et ainsi de suite. D'où aussi la nécessité pour nous d'aller plus loin dans la démarche et de créer un groupe de travail pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut aller plus loin dans cette démarche avec Mobilisons ou avec autre chose, mais en tout cas de dire voilà, l'idée c'est de mutualiser à la fois les moyens humains pour pouvoir mettre à jour ces données, mais aussi mutualiser les moyens techniques pour pouvoir justement faire en sorte d'éviter de démultiplier ces instances et autres. Et c'est là où on a bouclé, on s'est dit, le pôle de coopération, logiquement, son rôle,
puisque là, quand je dis logiquement, c'est que c'est difficile à mettre en œuvre. C'est-à-dire mettre en place la collectivité, les acteurs économiques et les citoyens autour de la table, c'est compliqué parce que c'est du temps. Et effectivement, la coopération, c'est aussi du temps à consacrer au départ, à l'amorçage. On est vraiment dans la période R&D, mais on s'est rendu compte que la collectivité, elle possède énormément de données. Mais les acteurs, qu'elle demande systématiquement aux acteurs de mettre en place. On s'est confronté, on a discuté beaucoup avec la ville de Caen, par exemple, sur sa cartographie autour des acteurs de la transition, en disant, bah oui, mais elle est figée, en fait, elle a été faite en 2022, et elle ne peut pas évoluer. Des acteurs ont arrêté leur activité. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire comment un pôle de coopération, comment ce groupe de travail qui se veut vraiment représentatif à la fois de ces collectivités, de ces acteurs économiques. Alors quand je parle d'acteurs économiques, j'inclus aussi bien nous, c'est souvent des producteurs, des magasins responsables, des associations qui, voilà, c'est tous ces acteurs économiques du territoire, hein, qu'ils soient sous forme d'entreprise ou associative, qui soient vraiment autour de la table. Alors évidemment, c'est des représentants, on ne met pas tout le monde. Et puis aussi les citoyens, parce que ça nous semble important. C'est-à-dire que les citoyens, ils sont détenteurs d'informations énormément sur le territoire. Donc c'est-à-dire qu'eux, ils savent, ah bah oui, mais moi dans mon quartier, il y a tel commerce qui est responsable, il y a tel acteur. On a déjà mis en place, nous, avec notre association, des choses. Et c'est de se dire comment on arrive à organiser tout ça. Voilà. Donc c'est comment on travaille sur cette idée des communs numériques. Vraiment, ce mot des communs, il est souvent revenu, on l'a pas encore et peu utilisé. Cet après-midi, vous aurez effectivement une autre intervention d'un urbaniste, Thomas Charrier, sur un projet qu'on développe ensemble qui s'appelle, il vous en parlera, le magasin Score, où effectivement l'idée, c'est d'arriver comme le Nutri-Score, à identifier les commerces responsables d'un territoire. Ça, pour l'instant, c'est pas du tout fait. Personne ne possède la donnée. Enfin, en tout cas, c'est vraiment tellement éparse qu'on n'arrive pas à savoir exactement les choses. Donc c'est dans cette même dynamique des communs numériques, vraiment, c'est-à-dire comment on peut travailler dans les communs. Donc ça veut dire qu'il faut que les acteurs acceptent de coopérer, donc de faire œuvre commune et de sortir de cette logique de compétition des uns les autres, parce que souvent, moi, on m'oppose, on me dit, bah ouais, mais c'est vrai que la donnée, on peut développer une appli qui va être rentable, et ok, sauf qu'elle est rentable, elle est vite obsolète, et est-ce qu'elle sert le territoire? Donc c'est cette idée, c'était l'objet d'aujourd'hui, c'est de se dire comment on garde la main sur nos données. C'est des données qui, pour moi, me semblent publiques, des informations qui n'ont pas vocation à être forcément monétisées à tout prix. Ça peut l'être, il y a un modèle économique à trouver, ça on en est totalement conscient. Mais en tout cas, c'est comment on arrive à travailler vraiment ces communs pour un territoire. Parce qu'après, c'est ça qui donne la force d'un territoire. C'est-à-dire que on se développe, pour moi, d'autant mieux si on travaille les uns avec les autres et main dans la main. Alors ça peut faire un peu naïf et tout de dire ça, mais on voit bien que dans d'autres régions, on étudie beaucoup on discute beaucoup avec d'autres PTCE dans d'autres régions, et on voit bien qu'au départ, c'est jamais évident, mais que quand ça se met en place, quand la coopération commence à se mettre en place, chacun y trouve son intérêt. C'est-à-dire qu'à un moment, on fait faire des choses à d'autres que nous, on ne peut pas faire. Et ainsi de suite. Et le territoire devient d'autant plus fort et résilient, et moi, ce que j'appelle robuste, pour reprendre les mots d'Olivier Hamon. Et dans cette logique de coopération, c'est une des discussions qu'on a eues notamment avec la ville de Caen sur la notion de bien public versus bien commun, et que notamment la ville de Caen nous expliquait qu'eux, ils avaient déjà leur cartographie, ils avaient déjà leurs données, mais pour autant qu'ils avaient eux-mêmes des difficultés à les mettre à jour et qu'ils attendaient entre guillemets de nous qu'on vienne mettre à jour leurs données. Mais du coup, c'est eux qui gardent la main sur les données. Donc la question se pose aussi, on n'a pas la réponse, mais la question se pose aussi de justement cette dynamique ou cette différence entre bien public et bien commun, voilà, avec tous les enjeux aussi derrière d'open data qui sont de plus en plus dans les collectivités, des données qui sont mises à disposition de manière ouverte pour qu'elles puissent être exploitées par les entreprises, les citoyens et toute autre personne qui le souhaite. Donc là voilà, on vous a fait un peu cette présentation. Ce groupe de travail, il est encore très balbutiant, hein, on en a conscience, on n'est pas forcément nombreux, on a du mal à se réunir, et puis moi j'avoue que j'ai du mal à trouver encore parfois du temps, comme tout le monde, on est pris dans une accélération du monde, alors que de mon côté je prône la décélération, mais en même temps voilà, on se retrouve vite. Donc s'il y a des gens intéressés, il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter, et puis il y a peut-être aussi
des questions que vous avez envie de nous poser. On s'est dit qu'on allait faire une présentation assez courte, bon, elle est déjà longue, pour essayer de laisser du temps aussi beaucoup à l'échange et la discussion. Donc peut-être que vous avez des questions, des choses qui ne vous semblent pas claires. Sur les outils qu'on a essayé de mettre en place, il y a effectivement ce réseau social Camp Éco-Urbanis, qui est qu'on a du mal à faire vivre parce qu'il faut rentrer nous-mêmes la donnée pour l'instant. Et puis peut-être qu'on peut parler aussi des pods ou de cette idée. Ça, justement, j'allais y venir puisque à l'échelle internationale, Tim Berners-Lee, qui est un des fondateurs du web, justement, il questionne énormément la direction que l'Internet a pris aujourd'hui, qui est nettement trop commerciale à son goût, et notamment sur l'exploitation de ces données. Et depuis quelques années maintenant, je crois qu'il a lancé plus ou moins la dynamique en 2017-2018. Il a lancé une dynamique basée sur un protocole qu'il appelle SOLID, S-O-L-I-D, pour ceux qui souhaitent rechercher, avec une structure qui est basée en Angleterre qui s'appelle Interrupt, qui a pour philosophie, en tout cas, de faire en sorte qu'on se réapproprie les données à l'échelle individuelle, où globalement l'idée, qui est à la fois conceptuelle mais qui est aussi déjà en expérimentation à certains endroits, et notamment il y a une SIC qui s'est créée en France il y a quelques mois qui s'appelle Reconnexion, qui veut travailler sur ces enjeux de pod. Et donc le pod, c'est Personal Own Data. Et en fait le concept du pod, c'est globalement, c'est je stocke, plutôt que d'aller distribuer mes données personnelles un peu partout, je les stocke sur une sorte de coffre-fort, un peu comme la banque de mes données, et c'est moi qui autorise aux personnes de venir se connecter sur mes données. Et si je veux couper un lien, en fait, il suffit de couper le lien. Et si je mets à jour, c'est mis à jour automatiquement à tous les endroits. Mais du coup, la donnée, elle est stockée à un seul endroit et j'ai 100% la main dessus. Alors aujourd'hui, ça peut paraître un peu utopique à l'échelle du web tel qu'il est conçu aujourd'hui. En tout cas, Tim Berners-Lee, lui, il croit dur comme fer. Il est persuadé que ça peut faire évoluer le web, et je pense que ça fait aussi partie des expérimentations. En tout cas, moi, j'aimerais la mener, cette expérimentation, voir dans quelle mesure elle peut être appropriée à l'échelle locale, à l'échelle territoriale, et pourquoi pas au-delà. Mais en tout cas, ça fait partie des mouvements ou des tendances qui sont là, qui sont aujourd'hui complètement alternatifs par rapport au web global, mais qui sont intéressantes à étudier à mon sens. Voilà. Et moi, ce que je trouve extrêmement intéressant, alors là, techniquement, je n'y connais pas grand-chose, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, si on n'a qu'un seul endroit où on stocke nos données, et s'il n'y a que des liaisons qui se font vers d'autres sites, vous imaginez les économies d'énergie, alors déjà de temps personnel, mais d'énergie aussi à ne pas multiplier ces bases de données à droite à gauche et ces informations diverses et variées. Et moi, quand je parle des informations, les bases de données, c'est pas très lourd, mais en tout cas, quand on envoie des photos de son entreprise et qu'elles sont multipliées partout, là, elles sont vraiment stockées sur effectivement ce pod. Moi, ça me fait rêver, mais j'ai l'impression que ça existe déjà, parce que je me dis l'État, finalement, avec son système de connexion avec France Connect, c'est un peu la même démarche. Sauf que on voit bien que ça a l'air. Bon, je pensais que vraiment, mais je suis naïf moi sur les questions numériques. Je pensais que c'était très simple à mettre en œuvre, ce qui n'est pas le cas. En tout cas, on est sur ces réflexions de se dire comment on peut développer ces outils qui ne privatisent pas la donnée, parce que c'est ça en fait. On voit bien que effectivement les données c'est l'or noir du 21e siècle, mais qu'à un moment on se dit finalement c'est ma donnée quoi. C'est moi que j'ai envie de la garder, et surtout j'ai envie qu'elle soit juste tout le temps. Voilà, vraiment, cette idée. Peut-être qu'il y a des questions, moi je ne répondrai pas sur les questions techniques. Ça, vous l'avez compris. Une dizaine de minutes, et justement, on souhaitait aussi garder ce temps pour échanger avec vous sur vos réflexions. On n'est pas arrivé avec une solution, loin de là, et ce n'était pas l'objectif en tout cas de notre intervention, mais c'était vraiment de questionner justement sur ces enjeux de données territoriales et de souveraineté liées à ces données, parce qu'à l'heure où on parle énormément de souveraineté, notamment pour se détacher des GAFAM, on peut parler de souveraineté européenne, mais je pense que la souveraineté, elle se décline aussi au niveau local et territorial, tout comme on parle de souveraineté alimentaire à l'échelle nationale. Et bien la notion de la souveraineté alimentaire, elle se décline aussi au niveau territorial, et je pense qu'on a les mêmes enjeux avec le numérique pour demain. Oui.
Vous avez parlé de France Connect, qui fait à peu près la même chose que vous, et aussi du fait plutôt de développer un nouveau service et d'avoir ce système d'adoption qui n'est pas forcément simple à mettre en place. Est-ce que vous avez pris contact avec France Connect, peut-être pour qu'ils étendent leur service justement à plus que de la donnée personnelle, mais aussi peut-être de la donnée pour les entreprises, justement pour stocker des images? Ouais, alors alors France Connect, moi je l'observe comme ça parce que je suis utilisateur évidemment comme tous les Français de cette, mais on n'a pas pris non contact avec eux et je pense qu'effectivement ce serait sans doute une des solutions pour voir. Après c'est ouais, est-ce que toi ça te semble être on n'a pas pris après meilleur France Connect. Alors ça a été évoqué ce matin dans l'intervention du keynote, mais c'est vrai qu'en plus il y a une complexité d'usage qui est venue et d'inscription qui est venue se greffer là-dessus, qui pose d'autres problématiques. Mais après France Connect, on est aussi dans une logique de alors ce qu'on appelle le SSO dans la terminologie technique, qui est plutôt pour permettre entre guillemets de pouvoir se connecter de manière sécurisée à différents sites. Et ça va un peu, y a avant tout ce problème de logique d'interconnexion ou de se permettre de se connecter. Mais aujourd'hui, comme vous avez avec le site des impôts qui vous permet de vous connecter, alors je ne sais plus dans quel ordre parce que j'ai mélangé un peu, mais avec le site des impôts, vous pouvez vous connecter sur la CAF et ainsi de suite, enfin, peu importe dans l'ordre. Mais voilà, du coup, on est plutôt dans cette logique d'interconnexion, de connexion, mais et d'identification pour vérifier l'identité. Mais il y a quelques partages d'informations, mais pas. Mais c'est en tout cas, voilà, c'est comment est-ce qu'on va plus loin sur des données, type, par exemple événementielles. Là, typiquement, ce que je vous parlais tout à l'heure de la SIC, donc de Société d'intérêt Société coopérative d'intérêt collectif, qui crée justement une dynamique autour des pods, donc le concept de Tim Berners-Lee, et qui a lancé un site qui s'appelle Bienvenue chez moi. Et donc en fait l'idée c'est que j'organise entre guillemets régulièrement des événements avec des potes à la maison, je publie l'événement sur ce pod et le pod du coup est connecté avec mes amis et uniquement avec les gens que j'ai autorisés à voir ces événements qui peuvent entre guillemets s'auto-inscrire sur ces événements sans que l'événement soit public puisqu'il est à l'intérieur d'un pod qui est fermé. Donc je suis pas sûr que France Connect, pour revenir sur soit une volonté d'aller sur ce genre de sujet, de gérer des événements ou de la donnée beaucoup plus individuelle. Mais c'est la même. Enfin, il y a cette histoire de centralisation. Et le problème, alors, c'est à la fois centralisé. Enfin, moi, c'est la question que je me pose, c'est que là, c'est centralisé. L'État centralise les informations, les collectivités centralisent les informations. Mais là, l'idée, c'est de se dire, il n'y a pas d'idée de centralisation. C'est l'idée de se dire, on a chacun notre information à notre niveau. Moi, je ne sais pas comment ça fonctionne, et on l'actualise. Donc, soit c'est ouvert effectivement qu'à un certain nombre de personnes, ou soit on peut l'ouvrir plus largement public. Après, c'est nous qui décidons où va l'information. Et surtout, c'est dès qu'on a besoin de l'actualiser, elle s'actualise. Moi, il y a des moments où je me dis, je trouve ça fou. Par exemple, je loue des voitures à Caen, là, les voitures. Il y a un système de Twisto autopartage. Et l'autre jour, la voiture n'était pas garée au bon endroit parce qu'il y avait le marathon. Et donc, je les appelle en disant je ne trouve pas la voiture. Et puis, ils ont mis je ne sais combien de temps à la chercher. Enfin, je trouve ça. Et je leur dis prévenez la personne avant qu'elle ne sera pas garée au bon endroit. On ne peut pas. Alors que techniquement, ça me semble. C'est-à-dire qu'à un moment, la donnée, elle est propriété de Twisto. À ce moment-là, ils peuvent très bien centraliser l'information et la distribuer aux usagers. C'est ça que je me dis. Il y a des trucs qui ne fonctionnent pas pour l'instant et qui me semblent évidents. C'est-à-dire on est à l'ère du numérique et en même temps, on est bloqué sur plein de sujets qui me semblent hallucinants. Je ne comprends pas pourquoi, à l'ère du tout numérique, on n'arrive pas à récupérer l'information en temps réel de façon simple, mais parce qu'elle est démultipliée. Moi, c'est le constat que je fais, c'est qu'à un moment, elle est partout. Et comme elle est partout, elle est nulle part. Donc c'est l'idée de se dire, c'est nos informations, on doit les avoir, les garder, pour qu'on garde la main dessus. Donc ça nous responsabilise par rapport à ces infos, mais ça permet aussi de mettre de l'huile dans les rouages. Enfin, c'est comme ça que moi je vois les choses. Et pas confier à d'autres cette gestion de mes données. Parce que sinon, si je la confie, ça ne va pas. Autre remarque. Ah oui, j'ai un micro. C'est bon, Kevin. Bonjour. Tout d'abord, merci pour votre présentation. À l'écoute de vos problématiques, d'après moi, il y a une
solution qui semble s'imposer naturellement, c'est celle de l'open data. Et je rebondis par exemple sur l'exemple que vous avez fait avec Twisto. Par exemple, à Rennes, il y a un énorme pôle d'open data où il y a vraiment beaucoup de données qu'on peut récupérer qui sont publiques, qui font, comme vous dites, partie du bien commun. Et par exemple, sur toutes les données du métro rennais, on peut les récupérer en quasi temps réel et même savoir si le prochain métro qu'on attend va être en retard. Et tout ça, c'est stocké dans des formats standards utilisables comme du JSON. Et tout simplement, en fait, la propriété de ces données-là, elle est confiée à la collectivité locale. Donc là, en l'occurrence, c'est Rennes, donc c'est une métropole, ils ont les moyens de le faire. Mais ça pourrait être une solution de confier la centralisation de ces données-là à des collectivités qui potentiellement sont plus petites, hein, comme la ville de Saint-Comté, par exemple, qui pourrait très bien héberger un pôle d'open data à une taille plus humaine, plus réduite. Mais au moins les acteurs de ces villes-là ou de ces collectivités-là, si on veut prendre des groupements de collectivités ou directement des régions, des départements, ce serait directement aux acteurs locaux d'aller auprès de ces collectivités locales sur leur plateforme pour publier et mettre à jour leurs données. Et ensuite, ce serait surtout, je pense, une histoire de communication sur diffuser l'information aux gens et aux acteurs qui ont besoin de ces données-là pour s'en servir, de leur dire, voilà, il y a cette nouvelle plateforme d'open data qui est disponible et aujourd'hui, la source de vérité, c'est elle. D'accord. Et est-ce que on peut facilement communiquer entre c'est la question que... Oui, l'open data est un des principes. Après, l'open data, il faut entre guillemets une certaine forme d'expertise pour traiter la donnée et la remettre à disposition. Donc voilà, donc ça fait aussi partie. Et dans notre réflexion, il y a aussi beaucoup le tissu associatif, hein, notamment parce que un des sujets, nous, enfin en tout cas, qui nous importe, c'est cette transition écologique et aussi comment est-ce qu'on amène tout ce tissu associatif en lien avec la transition écologique, qui n'est pas du tout expert du numérique et qui du coup n'a pas forcément ses priorités, donc et qui n'a pas forcément l'expertise. Mais en effet, l'open data, il y a ça, et donc c'est aussi comment est-ce qu'on acculture des acteurs type des grands acteurs du transport, que ce soit à Rennes ou à Caen, Twisto, qui vont faire de l'open data. On en voit de plus en plus. Maintenant, c'est aussi comment on acculture les structures plus petites pour pouvoir interconnecter toutes ces données et comment est-ce qu'on interconnecte toutes ces données. Oui, parce qu'il y a cette question d'interopérabilité. Moi, tout le monde me dit, je leur dis, si la donnée elle est centralisée, on la récupère. On dit, oui, alors il y a des questions où on s'est confronté à ça, où c'est pas compatible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas récupérer facilement la donnée, même si elle est en open data, mais ça, donc c'est quelque chose où ça veut dire que si c'est centralisé à un endroit, il faut qu'il y ait un protocole de communication entre la source. Ça c'est assez standard, Romuald. Ah, d'accord. Mais c'est comment comment on la récupère et comment on la travaille, cette donnée. D'accord. Bon, après, il y a des solutions, on le sait. Hein. Sinon, on ne ferait pas de groupe de travail pour en arriver là. Est-ce qu'il y avait une autre... Oui. On va être pile poil dans les temps, c'est bien. Oui, bonjour. Moi, j'avais deux petites questions. La première, c'est sur la coopération entre les territoires. Typiquement, est-ce que vous êtes rapproché d'autres communautés de communes, ou même au niveau de l'État, ou même d'autres pays européens, enfin d'autres communes de pays européens? Et la deuxième, c'est un peu lié avec l'open data. Je suppose qu'il y a une partie des données qui vont être en open data, ce que vous expliquez. Et il y aura sûrement une partie qui sera plus sécurisée. Quid de la cybersécurité? On en parle beaucoup aujourd'hui. Et où seront stockées les data? Chez les gens, dans des data centers de communautés de communes, ou, voilà. C'est un peu le sens de ma question, la deuxième. Voilà. Sur la première question, oui, on essaie de se rapprocher via une structure qui s'appelle l'archipel des communs. Justement, la SIC dont parlait Kevin tout à l'heure fait partie de cet archipel de personnes qui travaillent sur les communs numériques. Donc là, par exemple, pour le projet du magasin Score, dont vous aurez la présentation cet après-midi, on a été lauréat d'un appel à commun numérique auprès de l'ADEME, donc l'Agence pour la transition écologique, qui nous met en contact tous les uns avec les autres, qui essaie de créer du réseau. Parce qu'on voit bien que finalement,
enfin moi qui débarque dans ce milieu-là, je m'aperçois qu'il y a des solutions partout et qu'on n'est pas tous connectés. Donc il y a beaucoup d'interconnaissances à faire encore. Donc on le fait, on essaie de parce qu'il y en a qui ont déjà énormément avancé sur le sujet. Moi, quand à un moment je suis intervenu, j'ai parlé d'un pod dans une conférence, on m'a dit « Oh là là, ok, mais ça a l'air très pointu. » Enfin, ils m'ont dit « On n'en est pas là, c'est trop pointu. » Mais alors que moi, j'ai annoncé ça comme un truc tellement simple à mettre en place. Bref. Mais on essaie justement de travailler avec d'autres PTCE, par exemple, qui ont les mêmes problématiques, de se dire la question du numérique, où est-ce qu'elle vous interpelle en fait. Et on s'aperçoit qu'on est tous au même, confrontés à la même problématique, de se dire on en a marre de multiplier le travail et de multiplier le temps de travail et de perdre de l'argent finalement à faire 50 000 fois la même chose. Donc on essaie effectivement, et puis l'archipel des communs travaille sur cette idée de pod, de qualifier les liens entre les acteurs, de comprendre comment s'organise l'écosystème. Et ça, c'est vraiment pas simple du tout. Mais il y a, oui, on travaille, on fait en sorte de se connecter les uns avec les autres, évidemment, quoi. Mais pas avec d'autres communautés de communes. Là, pour l'instant, nous, on voudrait déjà expérimenter sur quand la mer, en fait, un projet pour pouvoir après le démultiplier. Mais ça veut dire qu'il faut que nous, on l'expérimente parce qu'on connaît le territoire. Et sur le volet un peu plus technique, alors bien sûr, il y aura tout le sujet de la sécurisation des données, sécurisation en termes de cybersécurité, pour être sûr qu'elles ne soient pas piratées, ces données, mais aussi en termes de RGPD, puisque potentiellement on va stocker de la donnée personnelle, et donc du coup ces données, il va falloir les sécuriser de manière générale. Et après, sur où est-ce que ça va être stocké, moi je suis assez convaincu des enjeux de territorialisation de l'informatique, du numérique, malgré que le fait que l'Internet soit un outil qui soit mondialisé, de le reterritorialiser, pour moi, est un enjeu assez important pour plusieurs problèmes qui vont au-delà de la souveraineté des données et au-delà de l'impact sur le territoire. Vous avez probablement entendu récemment, dans les dernières semaines, alors moi je suis hyper connecté sur ces sujets, donc forcément je l'ai entendu, mais toutes les problématiques d'implantation des data centers, avec notamment des data centers qui vont être plus grands que la surface de la taille de Paris, qui pose énormément de débats auprès des citoyens locaux, parce que globalement tout le monde veut de la donnée, tout le monde veut des data centers, tout le monde veut plus d'applications, plus de numérique, mais personne ne veut de data center à côté de chez soi. Parce que voilà, mais c'est un peu, on a le même sujet avec les éoliennes, on a le même sujet avec le nucléaire, et donc globalement on veut toujours plus, mais par contre tant que c'est loin de chez moi. Et donc le fait de reterritorialiser, eh bien c'est aussi un enjeu de remettre ces infrastructures par et pour les citoyens en local, et aussi de se rendre compte de ce que ça apporte réellement. Tu veux une dernière, Thibaut? Allez, on a encore 2 minutes si tu veux, mais attends, je vais te chercher. C'est juste pour m'embêter, Thibaut. Après, c'est l'heure de manger. Ah oui, je suis vite alors. Non, c'est une réflexion que je viens d'avoir. Là, on a parlé du personal owned data. Et qu'est-ce que du coup vous pensez du post personal owned server, où chacun aurait son propre serveur à la maison, et quel impact ça pourrait avoir vis-à-vis des data centers que l'on monte actuellement, avec tout ce que tu viens d'évoquer justement à l'instant, Kevin? Pour moi, l'un va pas sans l'autre, et potentiellement le personal owned server peut amener à stocker justement son pod, donc c'est personal owned data, en local. Pour autant, l'enjeu, il n'est pas forcément c'est de trouver le juste équilibre. Il y a quelques années, et je finirai là-dessus, j'ai travaillé avec Thales, notamment sur la transformation digitale, notamment des théâtres d'opération. Avec donc les théâtres d'opération, donc on est en situation de conflit, voire de guerre, et comment est-ce qu'on interface en fait le soldat qui est sur la ligne de front, qui est lui hyper connecté, je m'y attendais pas quand j'ai su tout ce qu'il avait sur lui, avec les GPS, les walkie-talkie et tout, le théâtre d'opération qui est la base arrière, et le central qui est en métropole. Et pour différentes raisons, eh bien, pour des raisons de sécurité, par moment ils ont besoin de couper les connexions pour pas être vu par l'ennemi, et ainsi de suite. Et en fait, cette logique-là me semble très intéressante, parce que le théâtre d'opération, notamment, qui était le cœur de mon sujet avec Thales, eh bien, c'était comment est-ce qu'on sert le quotidien, l'essentiel, y compris quand les connexions sont coupées,
tout en pouvant bénéficier de la puissance de calcul qui est en métropole et de sauvegarde et tout ce qui va bien en métropole. Donc ce personal own server, en fait, la manière dont tu le présentes me fait penser un peu à ce soldat qui est sur le front, qui du coup a ses propres données, a ses propres voilà, mais qui va être connecté à quelque chose d'un petit peu plus grand pour faire ses sauvegardes, pour faire ses données, et potentiellement d'aller plus grand quand on a besoin de puissance de calcul plus temporaire. Donc je pense que voilà, c'est aussi cet échelon, et on retrouve à mon sens cette même logique au niveau de la souveraineté, où on devrait avoir une certaine forme de souveraineté locale, peut-être nationale, et puis peut-être européenne pour ces logiques de souveraineté. Mais voilà, en tout cas, pour moi, c'est pas conflictuel, c'est plutôt complémentaire. Un grand merci, Romuald et Kevin. Bravo à vous. Ça va être l'heure de manger.